pousser le génie, de penser contre eux-mêmes, et c'est intéressant pour un contenteur de la déconstruction d'avoir à ce point réussi à penser contre lui-même qu'une personnalité solaire donne le jour à des livres si, non pas tristes, mais lucides. Lucides au sens où, comme le disait René Char, la lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil. Effectivement. Jean-François Mattei est de bonne compagnie, et ses livres encore plus. Et le privilège de l'avoir connu quand on le lit demeure. Il n'y a aucune contradiction à cela. Je veux juste, avant d'entrer dans le vif du sujet, enfin ce dont j'avais l'intention de vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire le Camus de Mattei, très rapidement d'ailleurs, et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler ensuite, dire juste un tout petit point sur cette question de déconstruction. Il me semble qu'il est important de distinguer l'ambition ou l'entreprise de déconstruction dont Jean-François Mattei repérait le caractère mortifère dans son travail, pas seulement dans L'Homme dévasté, mais dans d'autres livres, notamment L'Homme indigné, dont je vais vous parler aujourd'hui. Il savait repérer cela, mais dans le même temps, c'était un homme qui faisait grand cas des gens qui savaient penser contre eux-mêmes. Je veux ici faire cette différence, elle me semble importante. On dit souvent d'un individu qu'il doit apprendre à penser par lui-même. Mattei était trop camusien pour savoir que et sa pensée est trop camusienne pour ne pas savoir que penser par soi-même, c'est bien souvent penser tout seul, et penser tout seul, c'est très souvent penser comme tout le monde. Qu'en revanche, penser contre soi-même, il ne s'agit pas de se savonner la planche, ni de se saper en permanence les principes auxquels on prétend adhérer, mais penser contre soi-même, c'est-à-dire se faire à soi-même constamment les objections qu'une théorie pourrait se faire. C'était aussi ça l'esprit européen chez Mattei, c'était aussi la capacité, justement cette capacité, non pas seulement réflexive ou spéculaire, mais également une capacité, je crois, de critique, de penser contre soi-même. Il faut une pensée qui sache penser contre soi-même plutôt qu'une pensée qui mette en scène en permanence et vainement sa propre déconstruction. Paradoxalement, penser contre soi-même permet de lutter contre la déconstruction. Il faut être solide pour penser contre soi-même. Et d'ailleurs, l'un des points de désaccord qu'on avait avec Jean-François, c'était Montaigne. Je tenais Montaigne pour le plus grand penseur contre lui-même. Jean-François faisait moins grand cas de Montaigne, et c'est pourtant Montaigne qui lui-même élabore, ni plus ni moins que les conditions du débat en démocratie dans les essais. Alors, j'en viens à ce dont je voulais vous parler, c'est-à-dire à l'Albert Camus de Jean-François Mattei. On est inconsolable quand un ami meurt. On est inconsolable, et peut-être la seule consolation qu'il y ait, je ne sais pas ce qu'elle vaut, c'est de se dire qu'à coup sûr, il eût été heureux de nous savoir tous ici ensemble. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors que faire de ça? Que faire de ça? Nous sommes dans la situation des rescapés de Camus en vérité. Pour mémoire, Albert Camus meurt le 4 janvier 1960 d'un accident de voiture stupide sur la route de Sens, ce qui pour le philosophe de l'absurde quand même. On le dira jamais assez. Il meurt d'un accident stupide et il laisse ses enfants, naturellement, ses héritiers, mais également toute la gauche antitotalitaire en situation d'orphelinat. La gauche antitotalitaire a pris 30 ans de retard à la mort de Camus, malheureusement. Camus meurt et laisse chacun en situation de prolonger une pensée en étant fidèle à elle sans lui être identique. Il y avait un mot pour ça, c'est Deleuze qui l'employait, il parlait d'inexactitude. Mon propos n'est pas d'être exact, n'est pas d'être inexact naturellement, il est d'être fidèle à Jean-François Mattei, c'est-à-dire d'aller dans le sens, dans le sillage de ce qu'il raconte. Alors, quel était le Camus de Jean-François Mattei? J'avais prévu de vous en dire beaucoup de choses et le temps dont on dispose ne me le permet pas, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler ensuite. Le Camus de Jean-François Mattei, je laisse de côté, même si j'ai tort de le faire, la partie algérienne de l'histoire. Je veux ici m'intéresser à la pensée de Camus et à la confrontation de ces deux façons de penser, à cette rencontre entre deux façons de penser, naturellement. D'ailleurs, Jean-François Mattei lui-même commettait, ce n'est pas un lapsus, mais bon, un lacanien se serait régalé quand il entendait parler de Camus. Le premier mot qui lui venait à l'esprit, c'était « Camus est un penseur de haut rang ». C'est le premier mot qu'il employait. La première chose qu'il disait, ah non, Camus c'est un penseur de haut rang. Tous les snobs le méprisent, les agrégés, les normaliens, les sartriens, tout ça. C'était le même mot pour lui. Tout ça, tous les snobs le méprisent, Camus est un penseur de haut rang. Et grâce soit rendue à Jean-François Mattei d'avoir couvert de l'onction universitaire la pensée magnifique d'un philosophe aussi admirable, admirablement simple, difficilement simple que Camus. Alors, qu'est-ce que Jean-François Mattei retenait de Camus, entre autres? Pas le temps d'en dire beaucoup plus, mais quand même. Une double appartenance. Une double appartenance. D'abord, le sentiment que le monde est inhumain, le monde n'est pas là pour nous faire plaisir.
Et il faut assumer cela. Le monde n'est pas là pour nous faire plaisir, le monde n'est pas là pour nous couvrir. Comme le dit Meursault dans L'étranger, le monde est inhumain et déprimant, en particulier quand le soleil l'inonde. Le soleil, à cet égard, est ambivalent, c'est lui qui réchauffe les corps et inspire le désir, comme c'est lui qui fait pourrir les corps contaminés par la peste. Une double appartenance, donc. Un monde inhumain et déprimant dont nous faisons partie, dont nous sommes partis, alors si Jean-François avait été spinoziste, il aurait dit « dont nous sommes partis de l'entendement infini », oui, nous faisons partie de ce monde qui, à cet égard, ne nous ressemble pas et n'est pas là pour nous. De ce point de vue, Jean-François Mattei ne pensait pas en occidental. Il ne pensait pas ce lieu commun de la pensée occidentale qui est de considérer que son âme est un paysage choisi, considérer qu'au fond le monde se fait l'écho de mes propres tourments, si vous voulez. Ce romantisme occidental lui était complètement étranger parce qu'il était camusien et parce qu'il était accoutumé à l'aridité, à la sécheresse des choses, voire même à la sécheresse du cœur. Vous savez que Camus n'avait qu'un défaut, il le disait lui-même, c'était l'indifférence. Il souffrait d'indifférence. Cette indifférence lui venait aussi du silence des choses. Jean-François Mattei connaissait le silence des choses et n'essayait pas de le recouvrir. Donc il y a cet élément-là qui me semble très important. Chez Camus, une ontologie, un discours sur l'être qui est un discours littéralement inhumain. Le discours d'un monde qui n'est pas fait pour l'homme. Et c'est là, je crois, et Camus et ceux qui suivent le sillage qu'il a tracé, dont Jean-François est peut-être le plus éminent représentant, sinon le plus doué, l'incapacité, la noble incapacité de penser autrement qu'à hauteur d'homme. Certes, le monde est inhumain, et pourtant c'est à hauteur d'homme qu'il faut le penser. On est obligé de concilier ça. Alors chez Camus, ça donne la philosophie de l'absurde, naturellement. La rencontre entre une demande de sens et un monde qui ne répond pas. Mais ça donne aussi la persévérance, ça donne aussi l'obstination, ça donne le courage. Et ça donne une étonnante faculté que Camus théorise et dont Jean-François Mattei parlait à merveille. Une étonnante faculté qui est non pas la faculté de s'indigner, mais la faculté de se révolter. Et je veux ici dire quelques mots de cela. Jean-François Mattei n'avait pas de mots assez sévères pour l'indignation. Par indignation, j'entends le phénomène publicitaire dont on nous a abreuvé il y a quelques années et dont on continue de nous gaver, littéralement. Il n'avait pas de mots assez sévères pour cet indignez-vous qui lui semblait anti-philosophique. D'ailleurs, il citait Spinoza, ce qui lui arrivait assez peu. Il disait ne pas rire, ne pas déplorer, ne pas détester, mais comprendre. Il opposait à l'auteur d'indignez-vous, et à qui il essayait malgré tout d'appliquer ce modèle-là. Alors, Jean-François était très drôle quand il parlait du petit opuscule de Stéphane Hessel. Il parlait d'une indignation sélective, d'un homme impitoyable avec l'armée israélienne, mais prêt en revanche à tenir le Hamas pour un mouvement patriotique comparable aux républicains espagnols. Mais au-delà des opinions de Hessel, Jean-François Mattei parlant d'indignation, c'était intéressant parce qu'il remarquait, c'est le premier que j'ai entendu remarquer cela, il remarquait la plasticité de l'indignation. Il se demandait tout simplement pourquoi l'indignation était si consensuelle aujourd'hui. Et ça permet son livre, son histoire de l'indignation, qui parle de Platon. Puisque le premier indigné, c'est Platon, mais l'indigné au sens que Camus donnera à la révolte plus tard. Ce qu'il disait de l'indignation, il se demandait pourquoi l'indignation était si consensuelle. Comment il se faisait que personne de toutes les attitudes, l'indignation était la seule qu'on ne contesta jamais. Comment c'était possible ça? Pourquoi l'indignation n'indigne pas? Se demandait Mattei. Alors, il remarquait très finement que la raison à cela, et ce que je vous dis là n'est que l'écho des discussions qu'on a eues, étayées par ce livre, la réponse qu'il avait était que l'indignation n'était pas une valeur. C'est pas une valeur, l'indignation. D'ailleurs, l'indignité non plus, c'est un mot sous lequel on peut mettre des choses tout à fait antagonistes. L'indignation n'est pas une valeur, l'indignation c'est une réaction. Elle ne relève pas de la réflexion, elle relève du réflexe. C'est la raison pour laquelle elle est compatible avec tous les discours. On peut s'indigner de ce qu'on veut. On peut s'indigner je sais pas moi, on peut s'indigner des violences policières, de l'agression d'un CRS. On peut s'indigner je sais pas moi, des propos d'Éric Zemmour, comme de ceux de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qui nous indigne? D'ailleurs, c'était quand il y avait la mode de l'indignation, il y avait des magazines qui titraient « Qu'est-ce qui vous indigne ?» On faisait des grands jeux, la société du spectacle adore l'indignation. L'autre point que Mattei repérait sur l'indignation, c'était que l'indignation était une myopie délibérée. C'était une myopie déguisée en clairvoyance. C'est-à-dire que l'indigné, c'est celui qui regardait le scandale du monde, la faim, la misère, le malheur, et qui disait « Comment pouvez-vous ne pas vous indigner ?» Alors effectivement, dans ces cas-là, vous êtes pris au piège. Il faut un cœur d'airain, il faut un cœur de pierre, pour ne pas souffrir de la faim, du malheur, du racisme, etc. Bien sûr.
Il faut être un monstre pour ne pas souffrir de ça. Alors, une fois qu'on déclare qu'on souffre de ces douleurs qui nous sont épargnées, on est rangé dans la catégorie des indignés. Non, ça ne suffisait pas à Jean-François. Parce que Jean-François n'aimait pas ce discours qui ne s'occupait que de ses effets, et qui se donnait le beau rôle de se présenter comme un amateur de réel, tout en négligeant la façon dont les choses arrivaient, les causes. Un discours qui ne s'intéressait qu'aux effets, qui négligeait les causes. Cette myopie délibérée avait le don de l'énerver. Et puis, certes, il n'aimait pas la déconstruction, mais il pratiquait volontiers la généalogie. La généalogie au sens nietzschéen du terme. En d'autres termes, Jean-François se demandait aussi de quelle pathologie l'indignation, encore une fois, au sens qu'on a pu lui donner, au sens que la loi du marché et la société du spectacle additionnés ont pu donner à ce mot récemment. Il serait très intéressant d'ailleurs de remarquer le succès considérable que recueillent les livres qui dénoncent la loi du marché. Je fais juste une petite parenthèse là-dessus. C'est très intéressant d'observer à quel point la loi du marché porte au pinacle ceux qui la contestent. Comme s'il suffisait de contester un système pour s'en abstraire. Ça ne marche pas comme ça, ce serait trop facile. Alors, Jean-François, faisant la généalogie de l'indignation, se souvenait tout simplement que c'était aussi l'alibi de l'égoïsme, c'était une façon de se rendre irresponsable du monde, irresponsable de tout, puisque le propos de l'indignation n'était pas de changer le monde, mais d'y trouver l'occasion de s'en plaindre. Et puis, que voulez-vous? Plus encore que les déconstructeurs, Jean-François n'aimait pas les marginaux majoritaires. Il n'aimait pas les pensées qui se vivent comme des pensées marginales, alors qu'en réalité, elles recueillent les suffrages de la majorité parce qu'elles enfoncent des portes ouvertes avec le sentiment de prendre la Bastille d'assaut. Il n'aimait pas cette facilité-là. Il était trop exigeant, il était trop généreux, il était trop courageux. Je reprends en dessin les mots que vous avez employés tout à l'heure. Il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas ça. Il était surtout trop sérieux pour ça. Alors, qu'enseigne l'homme indigné? Qu'enseigne l'homme indigné? Ce livre absolument admirable, qui est un peu plus âgé que celui-là, mais les livres de Jean-François Mattei n'ont plus d'âge désormais. Ils sont tous vivants. Plus exactement, le degré de vie de ces livres dépend du nombre de ses lecteurs, dépend aussi du nombre de ses contradicteurs, dépend de tous ceux qui se serviront de ces livres, dont le sérieux, l'humour, la clarté, sont des viatiques pour l'existence, qu'on soit d'accord ou non. L'enjeu n'est pas d'être d'accord avec Jean-François Mattei, même si on est nombreux à l'être. L'enjeu n'est pas d'être d'accord avec lui, l'enjeu est d'adhérer à sa façon de faire.